un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Et c'est La Peste, ils ne mourraient pas tous, mais tous raconté par Serge Reggiani et évidemment La Fontaine. La Fontaine, 400e anniversaire du grand fabuliste en juillet prochain. Et la peste, la lèpre, la tuberculose, la syphilis, la variole ont fait partie des premières pandémies de l'histoire de l'humanité, Céline. Et je crois qu'on va parler beaucoup de cela dans cette émission. Et oui, et ce jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Et bien effectivement, on va en parler avec l'historien de la médecine Stanis Pérez et avec le professeur émérite Patrick Berge, qui est membre de la cellule Covid-19 à l'Académie de médecine et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Alors bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Alors vous avez écrit un livre passionnant intitulé Pandémie des origines à la Covid-19 qui est publié donc chez Perrin. Alors dans ce livre, vous passez en revue toutes les grandes pandémies qui ont frappé l'humanité depuis la préhistoire. Alors quelles étaient les premières pandémies infectieuses ? Alors, en un mot, et puis, on va alterner. Toute l'histoire de l'humanité est marquée, on le montre dans cet ouvrage, par une succession de pandémies. Aujourd'hui, l'archéobiologie, ce que les préhistoriens peuvent nous dire, c'est que, dès le départ, on a retrouvé sur des ossements d'hommes préhistoriques, des traces de ces premières maladies qui ont frappé des groupes humains, effectivement restreints, parce que la population mondiale n'était évidemment pas la même, mais déjà, il fallait lutter contre ces maladies. Lesquelles ? Alors, on a des cas apparemment de tuberculose. Tuberculose, on a même des cas de peste dès 3 ou 4 000 ans avant notre ère. Et en réalité, les pandémies et les épidémies apparaissent d'abord régionales, puis elles s'étendent à l'ensemble du monde, mais c'est très lié à la densité de population. Lorsqu'il n'y a pas assez de personnes, donc c'est au néolithique que ça a commencé. À partir du moment où les hommes se sont organisés en villages et en villes, on a vu apparaître les premières épidémies. Et quand ils se sont constitués en empire, par exemple l'Empire romain, c'est là qu'on voit les premières grandes pandémies comme la peste une antonine. Précision, professeur. C'est-à-dire qu'à l'époque des grottes et des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà... Non, il n'y avait pas. Il y avait des infections, sporadiques, mais le groupe n'était pas suffisant. On pense qu'il n'y avait pas à ce moment-là, il y avait quelques infections, ils étaient peu infectés. Donc c'est la sédentarisation qui a amené cela. Absolument. Oui, mais je voulais préciser quand même, au Paléolithique, donc il n'y avait pas d'élevage d'animaux. Alors ces infections, est-ce qu'on connaît vraiment l'origine de ces infections ? Je pense que c'est l'alimentation. On a des recherches très précises sur la consommation de végétaux et en fait certaines bactéries auraient pu être ingérées par les populations, donc paléolithique jusqu'au néolithique, et entraîner... ce que nous, on n'appellera pas pandémie, parce qu'effectivement, la population était très faible. Mais les gens, quand même, étaient malades. Combien à l'époque? On a une idée au néolithique, par exemple. Oui, les démographes, on a quelques estimations. Je pense qu'on était... Je pense qu'on était quelques millions au moment du néolithique, mais pas beaucoup plus que ça. Mais juste un mot, je voulais vous dire, avant que Céline... qui est intéressant, c'est que, du coup, je me dis qu'il faut revenir à la chasse et la cueillette. Pas de pandémie. Oui, et en plus, les chasseurs et cueilleurs étaient faiblement exposés à la contagion. Mais c'est ce qu'on a dit. Oui, exactement. Oui, alors parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... beaucoup de progrès, en réalité, sont porteurs d'effets pervers. Alors, l'exemple qui peut sembler très étrange, c'est celui, en fait, de l'agriculture et de l'élevage. En fait, les populations ont pu croître à partir de la fin du Paléolithique au Néolithique, parce que la quantité de nourriture disponible était croissante, en plus avec une ration carnée grâce à l'élevage, qui a aussi assuré un apport considérable. Mais en fait, l'agriculture et l'élevage
ça a déclenché des pandémies, et notamment la proximité avec les animaux. Et ça, on voit jusqu'à aujourd'hui. Déjà. Oui. Et donc au néolithique, effectivement, il y avait déjà donc la peste, on l'a dit, la variole, mais aussi la lèpre. Est-ce qu'on connaissait déjà le degré de virulence de ces virus ? On pense que c'était à peu près la même virulence que maintenant. On pense que, par exemple, pour la lèpre, c'était des maladies très proches de celles actuelles. Alors pour la peste, il y avait probablement une épidémie de peste pulmonaire il y a 3-4 millénaires qui a arrêté, qui est peut-être à l'origine de ce qu'on appelle le déclin néolithique. Il y a eu un moment où brutalement, après la constitution de très nombreux villages et de villes qui s'organisaient, soudainement, ces villes ont été abandonnées et on pense que c'est dû à une peste pulmonaire. Et on a la preuve, puisqu'on a pu, à partir d'ossements, montrer le germe qui est une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis, et en plus on a pu montrer que c'était une peste pulmonaire parce qu'il avait une propriété moléculaire très particulière à la peste pulmonaire. Et qui ressemblait à celle qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, qui est du même, enfin pas du même type, mais la même espèce bactérienne, exactement comme aujourd'hui. Ah oui. Passionnant. Alors, avançons un peu dans l'histoire et passons donc à l'Empire romain qui a été frappé, effectivement, vous le racontez dans votre livre, par plusieurs pandémies qui pourraient avoir contribué à la chute, effectivement, de cet empire. Écrivez-vous, que s'est-il passé ? Ça, c'est une vieille histoire. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on imagine, ou en tout cas on essaie d'interpréter la chute de l'Empire romain, pas simplement par des raisons d'invasion barbare, de déclin politique, économique, on va dire endogène, mais aussi l'extension de pandémies qui auraient progressivement affaibli les populations et puis les structures économiques et sociales. En fait, ce qu'on remarque quand on voit un peu l'histoire au niveau de la Méditerranée, des grandes civilisations méditerranéennes, on a surtout des épidémies de variole ou de fièvre hémorragique que dans les sources on qualifie systématiquement de peste. Alors, par contre, une des premières pestes, c'est celle de Justinien, où là, on est certain, au niveau des symptômes, qu'il s'agissait de peste bubonique, alors qu'on ne faisait pas tellement la distinction dans l'Antiquité. Et effectivement, la conjonction de ces pestes à répétition, donc de ces varioles et surtout de la malaria, parce que ça semble être quand même le gros problème qui s'est passé au 5e siècle après Jésus-Christ, la malaria aurait entraîné une déstructuration progressive de la société, des cadres politiques, économiques, et effectivement, au moment où les invasions barbares interviennent, on a un empire romain qui est déjà très très affaibli par ces pandémies à répétition. Donc ça a précipité un peu sa fin. Enfin, c'est une des hypothèses qui est... on pense que c'est également lié à des changements climatiques. La peste antonine apparaît au IIe siècle. Et puis alors, elle sera suivie d'autres pestes, la peste de Saint-Cyprien, par exemple. Et c'est des pestes quand même qui... Alors, c'est la variole, la peste antonine, on a pratiquement la certitude. C'est une maladie qui se transmet par voie orale, comme la Covid aujourd'hui, ou comme la grippe, et qui entraîne une très forte mortalité, 25 à 45% de mortalité, ce qui est absolument considérable. Oui, 25 à 45%. La mort survenait en 7 jours, à peu près. En 7 jours, parfois moins même. Ouais. Non, mais la moitié de la population, ou presque, enfin, ce que vous dites, oui. Enfin, à l'époque. Ce que disent certains historiens, c'est que la ville de Rome, je crois, qui faisait 1 million d'habitants au IIe siècle, au 7e siècle, elle faisait 10 000 habitants. Ouais, et voilà d'où ça vient. Alors, c'est peut-être pas le seul facteur. Bien sûr. Peut-être d'autres facteurs qui ont pu contribuer, mais disons que ces pandémies ont quand même déstructuré complètement l'Empire romain. Eh oui, et donc vous l'avez dit, elles étaient très fréquentes à cette époque, mais est-ce qu'il y avait, comme aujourd'hui, des vagues, des résurgences permanentes ? Comment ça se passait à l'époque ? Alors, pour la variole, pour la peste antonine, il y avait quelques résurgences, tous les 10-15 ans. En général, pour toutes ces pestes, il y avait des résurgences, effectivement. Et la peste de Justinien a duré 2 siècles, par exemple. Ouais, c'est fou. Incroyable. Et ça revenait donc. D'ailleurs, juste un mot, on va pas parler du Covid tout de suite. Enfin, comme maintenant on dit, attendez les nouveaux variants. On retrouve quand même des. On va voir. Et vous avez vu juste le PDG Pfizer a dit, écoutez, la 3e vaccination va arriver, préparez-vous. Alors, à l'époque, il y avait une hantise de la contagion.
De la contamination plutôt. Alors de la contamination, parce que la notion de contagion au sens strict, bon, c'est plutôt le XVIe siècle, hein, de notre ère évidemment. Dans l'Antiquité, on remarque effectivement, quand on a une épidémie qui touche tout le monde, donc qui devient une pandémie, on se pose la question de savoir, mais comment se fait-il que autant de personnes soient frappées en même temps? Et on incrimine la qualité de l'air, également la qualité des eaux et en fait certaines, on va dire certains paramètres géographiques. Hein. C'est le nom du traité d'Hippocrate, hein, air, eau, lieu. Et à partir de là, pendant en fait quasiment un millénaire, voire plus, on a dit la contamination c'est lié à l'air, c'est-à-dire les gens sont exposés à des miasmes. Le terme, on l'emploie encore jusqu'au 19e siècle, et on l'emploie dans le langage courant, hein, parfois des miasmes parisiens ou autres. Et ces miasmes, en fait, on considère que c'est eux qui sont porteurs de la maladie. On n'a pas encore compris qu'il y a des agents infectieux, parce qu'on ne connaît pas tellement la notion d'infection, et que, précisément, les maladies se diffusent d'un individu à l'autre. Et ce qui peut nous sembler, nous, évident, puisqu'en plus on est baigné dans ce contexte, j'allais dire, covidien, il a fallu des millénaires quasiment au savoir scientifique pour arriver à ces conclusions. Pour le savoir scientifique, mais pour le savoir populaire, les gens, pendant la peste noire, savaient que les patients étaient très dangereux. Et c'est pour ça qu'on fuyait ou qu'on faisait des quarantaines pour éviter la transmission. Et oui, et à l'époque, important de préciser que les Juifs, notamment, et les lépreux, ont quand même servi de bouc émissaire. Oui. Alors ça, au XIVe siècle, on a énormément d'exemples en Europe de l'Est, en Alsace également, où on a de véritables pogroms. Dans les cas de pandémie, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, où ce sont les autorités locales qui n'agissent pas comme il le faudrait, exactement, et qui vont privilégier les échanges commerciaux, parce qu'évidemment, normalement, il faudrait une quarantaine. Ou alors, si ça fonctionne toujours pas, on va dire, cette épidémie, c'est en fait un empoisonnement. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de complotisme contre des minorités, en disant, ce sont ces populations, souvent mobiles d'ailleurs, comme les lépreux, ou donc les populations israélites qui auraient empoisonné les puits, qui auraient voulu empoisonner les chrétiens. Du bouc émissaire. Mais je voudrais... Et on a massacré des Juifs. Oui, je sais. Non, je voudrais juste un mot. Rappelez-moi l'origine du mot quarantaine. On dit mise en quarantaine, on parle encore de la mise en quarantaine. Ça vient d'où, la quarantaine? Alors, ça a une origine assez lointaine. Ça fait allusion à la quarantaine du Christ dans le désert. C'est-à-dire, ça a d'abord été utilisé pour les bateaux. Parce que la peste arrivait habituellement par bateau, via les rats, on ne le savait pas à l'époque. Un bateau arrivait à Marseille, par exemple, au 7e siècle, ou au 6e, 7e siècle, et il y avait des dizaines de milliers de cas de peste. Et donc, on avait décrété... On bloquait le bateau. On bloquait le bateau et on avait des lazarets, c'est-à-dire des endroits où on mettait les personnes suspectes, même si elles étaient en bonne santé, pendant 40 jours. En fait, ça s'est assez vite réduit à 20 jours, etc. Et on a gardé le mot qui est probablement une allusion à l'évangile. Ah oui, c'est vrai que très vite, les villes se sont organisées sur le plan sanitaire. À partir de quand exactement il y a eu, on peut dire, une réelle organisation sanitaire? Alors, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il n'y a pas de véritable politique de santé publique, même dans les villes médiévales. C'est apparu quand, cette notion de santé publique ? Alors les historiens ne sont pas d'accord sur le sujet, c'est pour ça que je prends le temps de la réflexion. D'une manière générale, on peut dire qu'on a au XVIIIe, au XIXe siècle, vraiment une planification au niveau de l'urbanisme, au niveau de la répartition des institutions où il y a une concentration de population, l'hôpital, la prison, l'école, etc., où il y a vraiment des mesures. Avant cette date, on est plutôt dans des réactions ponctuelles et souvent trop tardives et souvent inefficaces. C'est très souvent au moment où une épidémie éclate qu'on dit on va essayer de recruter des médecins pour aller voir qui c'est qui est malade. Et en fait, les médecins sont souvent les premiers à s'enfuir. Oui, parce qu'ils remarquent bien que leurs confrères sont eux-mêmes atteints et ils veulent s'enfuir. Et c'est un très très gros problème. C'est bien connu des historiens et même jusqu'au XVIe siècle. On est obligé de monter les enchères pour proposer des sommes toujours plus importantes à des médecins dits de peste.
en disant mais s'il y a l'épidémie, surtout vous restez. Et en fait, ils s'enfuient parce qu'ils veulent pas attraper la maladie. Pas tous. Ah oui. Et donc à l'époque, pour se protéger, le masque était aussi imposé. Alors, attention, le masque, on en a des traces, mais simplement pour le corps médical, au 15e, au 16e siècle. C'était des masques qui donnaient une apparence, on va dire, un peu de tête d'oiseau. Ce sont des images qui sont restées célèbres, si je puis dire. Oui. Et à l'intérieur du bec, en tout cas de la partie pointue du masque, on mettait des épices, on mettait du thym, du romarin, des choses qui sentaient très très fort. C'était lourd ce masque. C'était peut-être lourd, mais normalement, ça devait permettre de respirer uniquement des parfums et des odeurs qui étaient considérées comme saines. Alors, on utilise aussi beaucoup du vinaigre. Il y a des recettes de vinaigre, ce qu'on appelle le vinaigre des 4 voleurs notamment. Ça va durer très très longtemps. On avait remarqué que quand, par exemple, on lavait une pièce ou une maison avec du vinaigre, il y avait moins de pestiférés. On n'avait pas compris qu'en fait, le vinaigre faisait partir les puces. Ah. Et oui, on l'a dit, en fait, dans toute l'Europe, il y avait vraiment une police sanitaire. Et vous évoquez dans votre livre que des villes utilisaient déjà des billets de santé qui permettaient aux gens sains de circuler. Alors, est-ce que c'était l'ancêtre du passeport vaccinal à l'époque ? Oui, tout à fait. En fait, c'était un problème essentiellement commercial. L'arrivée de la peste ou la possibilité d'arrivée de la peste, ça avait des conséquences terribles. Et c'est à Venise qu'on a commencé à prendre des mesures sanitaires de type quarantaine avec des lazarets, etc. Au Moyen-Âge, on avait quand même des léproseries, c'est-à-dire que les lépreux, on pensait qu'ils étaient contagieux et on les confinait quand le diagnostic était établi par des jurys, on les confinait dans les léproseries à vie. C'est le confinement à vie. Et oui, et sous peine de mort, interdiction de voir leurs proches. Sous peine de mort, en tous les cas, des premiers siècles. Après, ça a été moins dur. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Stanis vient de dire, c'est-à-dire que il n'y avait pas de politique réelle, il y avait du coup par coup, et c'est déclenché par des grandes villes commerçantes comme Venise. Il y a eu des lazarets à Dubrovnik, enfin, qui étaient Raguse à l'époque, etc. Mais il n'y avait pas de il y avait une politique coercitive pour protéger surtout le commerce. D'accord, ok. Ah oui. Alors, on a un exemple quand même qui me semble intéressant parce que là, c'est presque la naissance de l'attestation de circulation. C'est Moscou en 1771. Ouais. Où là, on a vraiment des mesures qui ont été mises en place, des mesures drastiques, c'est-à-dire confinement, quarantaine. Alors, quarantaine pour ceux qui sortaient de la ville. De façon à ce que... la peste, c'est quelle peste à l'époque ? Alors là, c'est une peste pulmonaire. Et en l'occurrence, là, la quarantaine, c'était vous ne pouvez sortir de la ville que si on est certain que vous n'allez pas contaminer le reste du pays, et notamment Saint-Pétersbourg, parce que c'est là où il y avait l'impératrice Catherine II de Russie. Et on a des documents, les médecins établissaient des documents qui attestaient effectivement de la bonne santé, ou en tout cas du fait que la quarantaine s'était bien passée, pour pouvoir circuler. L'exemple de Moscou en 1771 est vraiment très important. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'émeutes à l'époque. Alors, il y a eu effectivement des émeutes parce qu'on a voulu en fait interdire les offices ou certaines pratiques religieuses. Et effectivement, ces émeutes, qui en partie sont liées aussi à des défauts d'approvisionnement, parce qu'on a voulu complètement fermer la ville en partie aux échanges. Ces émeutes ont été réprimées d'ailleurs dans le sang. Et ensuite, il faut savoir que la politique de centralisation qui avait été mise en place par Catherine de Russie, elle va se transformer. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, une grande ville où il y a beaucoup de gens et où il y a une épidémie, c'est ingérable. Donc on va décentraliser. On ne peut pas avoir tout le tissu économique concentré dans une seule grande ville. Donc, effectivement, et ce qui avait révolté le peuple, c'est surtout le fait aussi qu'ils avaient interdiction d'embrasser les morts. Oui, alors en fait... ça peut se comprendre. Oui, alors ceux qui étaient décédés de la peste ont considéré qu'il fallait tenir à distance. Et on a déjà d'ailleurs dans les textes médicaux de l'époque, rédigés par des médecins russes, des indications sur lesquelles, par rapport aux malades, et c'était de bon sens, il fallait garder ces distances, et même que les médecins devaient employer des mouchoirs imbibés de vinaigre, ancêtre de notre masque peut-être, pour s'adresser aux patients. Et oui, et bien après la peste et la lèpre, et bien d'autres maladies aussi redoutables comme la variole, la syphilis ou encore la rougeole se sont répandues dans le monde entier. L'histoire des pandémies à travers les âges, et bien on continue de vous la raconter dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous.
plaît de ce film, auditeur de Sud Radio, une bande originale, eh bien, c'est le fameux Christophe Colomb de Ridley Scott, en 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il l'a pas fait exprès, à l'insu de son plein gré, mais il l'a découverte. Et alors, la découverte de l'Amérique, ça a étendu le champ des possibles de la pandémie, Céline. Et oui, et ça a été une catastrophe pour les Amérindiens sur le plan effectivement sanitaire. Ils ont subi de plein fouet bien des pandémies auxquelles ils ont eu du mal, du moins, à faire face. On va en parler tout de suite avec nos invités, l'historien Stanis Pérez et le professeur émérite Patrick Berge, qui publient ensemble donc aux éditions Perrin Pandémie des origines à la Covid-19. Alors, à partir du XVe siècle, quelles maladies les Européens ont ramenées en Amérique ? Alors, les Européens ont ramené en Amérique toutes les maladies qui les frappaient depuis l'Antiquité, c'est-à-dire la variole d'abord, la rougeole, qui était une maladie entre guillemets bénigne pour eux, et puis il y a d'autres maladies, ils ont amené la lèpre notamment, la coqueluche. Toutes ces maladies n'étaient pas connues des populations amérindiennes qui étaient séparées des Européens depuis 30 000, à peu près 20 ou 30 000 ans. Donc il y avait une population, en quelque sorte, complètement permissive, la population amérindienne, à la variole. Par exemple, pour la variole, la mortalité pouvait atteindre 90% de mortalité chez les Amérindiens, alors que chez les Européens, c'est 25 à 45% à peu près. Un véritable génocide, enfin, ou presque. Alors, on peut le dire, puisque la population amérindienne, ethnocide, en tout cas, au début elle était... alors j'ai peur de vous dire un mauvais chiffre, de quelques dizaines de millions, elle est passée à 600 000 au début du XVIIe siècle. Oui. On a à peu près 90% de la population qui a été décimée. Et donc la rougeole était extrêmement grave aussi, la varicelle, toutes ces maladies n'existaient pas. Ils ne les avaient jamais rencontrées. En revanche, ils avaient amené quelques maladies au moment où ils ont passé le détroit de Bering pour atteindre l'Amérique. Ils avaient amené la tuberculose, ça a bien été montré, et ils avaient amené aussi une maladie particulière qui est la syphilis. Et oui, à la fin du XVe siècle, effectivement, Christophe Colomb et ses hommes ramènent la syphilis en Europe. À l'époque, c'était aussi une maladie inconnue. Alors, en Europe, c'était inconnu. Ouais. Alors, il y a eu un débat entre les historiens, mais là, l'archéobiologie a tranché en montrant clairement que l'origine était américaine. Donc, la syphilis probablement existait à l'état endémique chez les Amérindiens de Mésoamérique, de l'Amérique centrale, et elle a été ramenée dès le premier voyage de Christophe Colomb. En fait, on a quelques indications, et quand on regarde, on le met en détail dans le livre, le scénario, indubitablement, ça a été ramené en Espagne d'abord, c'est passé ensuite à Naples, où c'est ce qu'on a appelé le mal de Naples, qui a arrêté Charles VIII dans sa conquête de l'Italie. Mais est-ce que l'origine vénérienne a tout de suite été identifiée ou pas du tout à l'époque ? Alors ça, c'est vraiment un point très important que vous soulevez. C'était vraiment la naissance de l'idée de contagion. Parce qu'on avait, on avait un rapport sexuel et on voyait un ulcère qui apparaissait. Et donc, physiquement. Ouais. Donc du coup, il était certain qu'il y avait une contagion. Et c'est à ce moment-là que naît l'infectiologie moderne avec Fracastor, qui est un médecin qui a décrit la transmission de la syphilis par voie sexuelle. Entre autres, il y a eu d'autres médecins aussi qui l'ont fait. Et donc, qu'est-ce qu'on préconisait aux malades ? Comment on les soignait ? Qu'est-ce qu'on leur conseillait de faire ? Alors, on les soignait avec des onguents qui traitaient habituellement la gale, avec parce qu'il y avait des lésions cutanées, donc on les traitait avec des onguents, des pommades, des pommades mercurielles, des choses comme ça, qui étaient peu toxiques. Et après, on leur a fait jusqu'au XXe siècle, le traitement de choix, c'était le mercure. Donc c'était très toxique et ça entraînait jusqu'au XXe siècle. Jusqu'à la pénicilline, on n'avait pas grand-chose de... Et oui, il y a eu beaucoup de morts, je crois, d'intoxication mercurielle, c'est ça ? Alors on a ramené la syphilis donc en Europe, et ensuite de l'Europe, ça a atteint le monde entier jusqu'au Japon et à la Chine dans les décennies qui ont suivi. Un autre point, avant de répondre à votre question, c'est que la syphilis était très grave au début.
elle donnait une maladie très grave pendant à peu près 30 ans, et elle a perdu de sa virulence. C'est-à-dire c'est une maladie qui était mortelle en quelques semaines ou mois. Ouais. Alors, et ensuite, au bout de 25 à 30 ans environ, elle a baissé de virulence. Elle s'est en quelque sorte accoutumée aux Européens, et elle était beaucoup moins grave, et elle a pris sa forme actuelle, en 3 qui existent toujours aujourd'hui: un chancre syphilitique, une syphilis secondaire avec une éruption, et une syphilis tertiaire avec des lésions au cerveau et au cœur. Et c'est là qu'un très célèbre chansonnier, puisque ça continue encore, a eu cette merveilleuse phrase: elle était belle, elle était blonde, et faut-il vous l'avouer, aucune pharmacie au monde n'a pu me la faire oublier. Et on doit aussi de cette époque de l'arrivée de la syphilis au 15e pour Une nuit avec Vénus, oui, une vie avec Mercure. C'est ça que je voulais dire. Une vie avec Vénus, une nuit avec Vénus. Une nuit avec Vénus, la vie avec Mercure. Parce que c'est des traitements très prolongés. Joli, ouais. Et à l'époque, j'ai lu qu'effectivement, on recommandait aussi aux malades de se laver avec de l'eau chaude et du vin blanc. Et oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du 15e, 16e siècle, on a une nouvelle maladie, on a un nouveau rapport au corps également. Quand on regarde les tableaux de la Renaissance avec ces corps parfaits, alors, les visages ou le reste de l'anatomie, on se dit, bon, il y a quand même une sacralisation du corps. Quand on sait que on avait quand même des gens qui avaient eu la variole, qui avaient eu la syphilis. En réalité, une grande partie de la population ne devait pas avoir un corps tout à fait, entre guillemets, tout à fait net. Il devait y avoir quelques stigmates des maladies. Et effectivement, les mesures d'hygiène vont aller crescendo. Et également, on pourrait même dire une certaine distanciation. On commence à utiliser des fourchettes pour manger, alors qu'avant, on mangeait avec ses doigts. Et donc, ces normes d'hygiène, on ne peut pas, je crois, les déconnecter. Et en même temps, les éléments esthétiques, on ne peut pas les déconnecter. Une sorte de hantise de la contagion, de la syphilis et de toutes ces maladies qui altèrent l'apparence, qui en plus entraînent des démangeaisons ou des souffrances atroces ou la mort. Et là, on a un basculement de civilisation et de culture. Et tout ça, c'est articulé avec d'ailleurs un grand renfort de littérature, hein, puisque on a consacré tout un chapitre en fait à l'image littéraire de ces épidémies, de ces maladies, où effectivement la syphilis, elle terrorise, et en même temps, eh bien, les poètes vont rédiger des textes peut-être un peu pour dédramatiser, ou pour dire que finalement la syphilis a peut-être au moins une fonction, c'est que elle impose la chasteté, voire la fidélité. Donc, il faut peut-être se calmer au niveau des mœurs. Soyons vertueux. Voilà, soyons vertueux, on n'attrapera pas la syphilis. C'était la punition du diable aussi, le péché. Et oui, c'était une punition divine. C'est ce que l'Église, en fait, c'était la position de l'Église, plus ou moins à l'époque, non ? Oui, c'était la peste, non ? C'était la position de l'Église, mais il faut pas caricaturer. Tous les traités de médecine de l'époque commencent par une invocation à Dieu jusqu'au, on va dire, au XVIIe siècle, mais on va dire que voilà, c'était religieusement correct. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Ensuite, les théologiens se méfiaient d'une surinterprétation. Pourquoi ? Parce que les clercs, qui étaient censés aussi être chastes, etc., pouvaient être frappés par des épidémies, alors qu'ils n'avaient rien en théorie à se reprocher. Enfin, en théorie. Alors parlons de la variole, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. À l'époque, comment on l'a traitée, cette maladie ? Il n'y avait pas de traitement. Tout simplement. Et la variole, la saignée, oui, la variolisation, alors, c'était la variolisation, quoi ? c'est beaucoup plus tard, hein, c'est au XVIIIe siècle. Et donc, on avait un procédé qui s'appelait la variolisation, qui consistait à prendre des croûtes assez anciennes vers le 10e, 12e jour des gens qui survivaient, surtout pas de variole confluente, on prenait des formes plus bénignes dont on allait survivre, et on les insérait, comme on dit, on faisait une scarification et on le mettait sous la peau. Incroyable. Oui, c'était combattre le mal par le mal, en quelque sorte. Combattre le mal par le mal. Alors, il faut dire les chiffres. La probabilité de faire une variole était de 1 pour 200, à peu près, 1 pour 250, de faire une variole. Ouais. De plus, les variolisés étaient contagieux, donc il fallait les isoler de façon très importante. Par voie orale, ils étaient contagieux. Et donc, mais quand ils survivaient, eh bien, ils étaient, pour leur vie entière, protégés contre la variole.
Donc c'est le premier procédé de vaccination en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire, s'ils survivaient, ils étaient protégés. Oui, donc immunisation. Mais les gens, leur rapport bénéfice-risque était énorme. Une fois sur 200 la variole, ou quand ils faisaient la variole, 25 à 45% de mortalité. Ah oui, d'accord. Donc, alors, ça n'a pas été... Ouais. Ça n'a jamais été généralisé pendant tout le XVIIIe siècle. Ça a été importé de Turquie. Ça n'a jamais été généralisé. C'est la vaccination générienne d'Édouard Jenner qui a transformé le pronostic de la variole et qui a permis de l'éradiquer au XXe siècle. Je rappelle qu'au XXe siècle... En 1977. En 77. En XXe siècle, il y a eu quand même 300 millions de morts au XXe siècle de variole. Moi, j'ai été vacciné à 2 reprises... Oui. Contre la variole. 300 millions de morts au XXe siècle. Oui. Et alors, il faut arriver, Céline, au moment, enfin, Pasteur 20. Le moment Pasteur. Oui. Le moment Pasteur. Oui, c'est vrai qu'au 19e, Pasteur a révolutionné, on peut dire, l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il a vraiment révolutionné? Oui, c'est... Ah oui, totalement. Alors, je te laisse... juste un mot, parce que le spécialiste de Pasteur est à côté de moi. Mais... ce qui s'est passé, c'est que Pasteur, au départ, quand il explique aux médecins, aux chirurgiens que c'est eux qui contaminent les malades, il est très mal reçu, il est très mal perçu, et c'est quand même quelqu'un qui était extrêmement critiqué pour ses méthodes. Première vaccination contre la rage, qui est effectivement une révolution, mais qui était accueillie quand même assez timidement. Et il y a eu beaucoup de controverses, en fait, autour des expériences de Pasteur. Ensuite, c'est devenu effectivement un héros de l'histoire des sciences, et on pourrait même dire de l'histoire des sciences républicaines, parce que à un moment donné on triomphait, puisque c'est le premier vaccin contre la rage, après la vaccine. Donc la première fois où on a une maladie atténuée qui permet donc l'immunisation, mais c'est pas lui qui a découvert les bactéries. Les bactéries, on les observe en fait depuis le XVIIe siècle, mais en fait on ne comprenait pas que les bactéries pouvaient servir. En fait, il a découvert le rôle des germes dans les maladies infectieuses. Il y a eu des intuitions en disant, bon, il y a des espèces de petits animaux tout petits, des espèces de micro-organismes, mais on ne sait pas trop. Pour la malaria, par exemple, pendant très longtemps, on pensait que c'était des algues. Que c'était des algues dans les marécages et que c'était en respirant la décomposition, la mauvaise odeur de ces algues qu'on attrapait la malaria. Et puis, Pasteur, lui, il a complètement transformé les choses. Alors, avant de revenir à Pasteur, je voudrais dire qu'il y a quand même eu des précurseurs très importants. Il y a eu, par exemple, au XVIIe siècle, un médecin qui s'appelait Bonomo, qui a transmis la gale à partir des acariens. C'est-à-dire qu'il prenait des acariens, et l'histoire ne dit pas s'il a demandé l'accord du patient, mais il a transmis la gale de cette façon. Mais c'était... on croyait jusque-là que les acariens qui apparaissaient étaient la conséquence de la maladie, qui est l'œuf, qui est la poule. D'accord. Après, il y a eu Lazare Spallanzani, des gens comme ça, et puis il y a encore eu d'autres précurseurs. Mais Pasteur, il a quand même conceptualisé par une approche extinchimiste. Il a commencé par étudier les fermentations. Et il s'est aperçu, après d'autres, il n'était pas le premier non plus, que les levures étaient des organismes vivants et non pas des enzymes comme on le croyait à l'époque, et que ces organismes vivants étaient nécessaires à un processus biologique qui était la formation d'alcool à partir du glucose. Ensuite, il est passé au ver à soie, je fais court, il est passé au ver à soie, il y avait une maladie des vers à soie, il a montré que c'était dû à des micro-organismes. Ensuite, il est passé aux poules, il y avait une épidémie de choléra des poules, on l'appelait un peu partout pour les épisoos aussi, les épidémies des animaux. Et puis, il y a eu la rage. Là, c'est un grand moment parce que il a pris des risques insensés. Il a fait la vaccination contre le charbon. Bon, je passe encore. Mais la rage, c'était un moment insensé parce que oser vacciner son assistant. Émile Roux n'était pas d'accord pour la vaccination. Les médecins ont poussé parce que c'est une maladie à 100% mortelle. Et dans l'histoire des sciences, c'est quand même de la médecine, c'est un des tournants où le médecin va transformer une maladie 100% mortelle va pouvoir la guérir même. C'est une espèce de vaccination thérapeutique, en quelque sorte. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait des accidents liés à ces premières vaccinations ? Alors, oui, bien sûr. Oui, on a des accidents. On a même des cas
de médecins qui voulaient tellement découvrir des systèmes équivalents à l'inoculation, à la vaccination, que par exemple pour la syphilis, on a le cas d'un médecin qui s'appelle Osias Turenne qui lui va jusqu'à syphiliser. C'est-à-dire il va transmettre la syphilis ou ce qui pense être la syphilis, il y a différentes maladies qui ressemblent, à des patients sans forcément leur demander leur consentement, ou même qui va aller jusqu'à syphiliser des prostituées en disant on va quand même pas demander l'autorisation à ces femmes de petite vertu. Alors ça fait un scandale en réalité, et le corps médical quand même s'est opposé, mais c'est toujours le problème du cobaye. Normalement il faut pas de cobaye, mais il faut bien à un moment donné tester les remèdes. On y est encore aujourd'hui. On y est encore, mais au 19e siècle, au 19e siècle, la législation, elle est quand même assez silencieuse en la matière. Oui. Ah oui. Oui, Eh bien, on est loin des comités d'éthique actuels. Un dernier mot sur Osias Turenne. Il était tellement convaincu de son procédé qui ne marchait absolument pas qu'il s'était syphilisé lui-même. Quand il a été autopsié, on a vu qu'il avait plein de scarifications. Il l'avait fait sur lui. Il a pris ses risques, c'est bien. Eh oui, l'histoire des pandémies à travers les âges, on continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos deux invités, le professeur Patrick Berche et l'historien de la médecine Stanis Perez. Elle voulait voir son père, mais l'autorité lui a dit pas question, défense d'entrée. Ça fait des jours qu'il la réclame, à corps et à cri. Coup de fil de l'hôpital, il est parti. Très belle chanson de Louis Chédid qui vient de sortir. Le chanteur Louis Chédid en hommage aux 100 000 morts du Covid. On est à 100 000 morts en France. Et surtout en hommage par rapport au comédien Étienne Drabert, le père de Stéphanie Bataille, que nous avons reçu à plusieurs reprises ici à Sud Radio. Son père est mort justement, il a été amené à l'hôpital, il n'avait pas du tout le Covid, il a attrapé l'hôpital et s'en est suivi beaucoup de choses, et on va en parler justement de la Covid-19. On est en plein dedans, on n'en est pas encore sorti, donc on va en parler tout de suite, Céline. Et oui, et on va en parler avec le professeur Patrick Berche qui publie donc aux éditions Perrin avec l'historien Stanis Perez un ouvrage vraiment passionnant sur l'histoire des pandémies mondiales, de la peste à la Covid-19, en passant par la lèpre, la variole, la tuberculose, le choléra, ou encore donc la syphilis. Alors Patrick Berche, la comparaison de la Covid avec la grippe espagnole est-elle pertinente ? Alors, il y a des points communs, mais il y a beaucoup de différences. Alors, les points communs, c'est que c'est une maladie respiratoire qui se transmet exactement comme la Covid, par contact direct entre les gens, qui est due à un virus et qui entraîne des signes de détresse respiratoire. Là s'arrête la comparaison parce que avec la Covid, parce que ça n'est pas le même virus. C'est un virus. Le virus de la grippe espagnole est un virus qui mute beaucoup, mais surtout l'époque. À l'époque, il faut garder à l'esprit que cette grippe espagnole qui est arrivée à la fin de la guerre, elle a évolué en 3 phases. Une première phase très peu dangereuse à partir de mars 1918, avec on l'appelait la fièvre des 3 jours, un peu en souriant. Et puis, au mois de septembre, elle est devenue brutalement beaucoup plus virulente. Ça a été la deuxième vague. Et cette deuxième vague a entraîné dans le monde environ 50 millions de morts. En France, 410 000 morts. Et ensuite, il y a eu une troisième vague, un peu atténuée, mais avec encore des morts en 1919. Et après, elle n'a pas disparu, mais elle est devenue endémique, avec une faible mortalité, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Tous les ans. Et oui, et à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, d'antibiotiques. À l'époque de la grippe espagnole, on ne connaissait pas le germe. On pensait que c'était une bactérie. On n'avait aucun vaccin. Malgré tous les essais de vaccination, pas de vaccin. On n'avait pas l'oxygène. On n'avait pas la réanimation. On n'avait pas les antibiotiques. Ça explique... Et alors, les masques sont apparus. La seule chose qu'on avait, c'est les masques qui sont apparus, et on interdisait les rassemblements pendant 1 mois à peu près. Il n'y a pas de rassemblement pendant 1 mois, mais c'est tout. C'est toutes les seules mesures qui étaient prises. Alors que avec la Covid, en quelques semaines, on connaît le virus, on connaît sa séquence de façon extraordinaire. Là, on doit dire que la science est vraiment impressionnante. On a un vaccin en l'espace de quelques mois.
des vaccins efficaces en l'espace de quelques mois qui transforment complètement le pronostic de la maladie. On a une prise en charge par l'oxygène et par la réanimation qui est assez remarquable, qui a baissé la mortalité initiale en réanimation de 50% à 25 ou voire 20% grâce à une bien meilleure prise en charge avec des anti-inflammatoires, avec des anticoagulants. Et donc, on a une meilleure prise en charge. Mais il reste que cette pandémie est très inquiétante parce que on voit la génération de mutants qui affluent et qui... ce qu'on appelle les variants aussi. Les variants qui nous font craindre des vagues successives. Et actuellement, les événements qui se passent, par exemple, au Brésil, d'une part, et d'autre part, en Inde, montrent que on a, en quelque sorte, des incendies qui ont été presque éteints. Il reste des braises et on voit reflamber derrière la maladie. Et comme dans ce monde où nous vivons, les flux aériens sont énormes. Vous savez que en 2019, il y a eu 5,4 pour 4,6 milliards de personnes qui ont pris l'avion. De personnes qui ont pris l'avion, avec une possibilité, les projections, ça va changer, étaient pour 2050 50 milliards de personnes. Donc vous voyez que personne ne peut arrêter ce virus qui va circuler, sinon de prendre des mesures de contrôle aux frontières très, très précises. Mais est-ce que selon vous, on va effectivement vers un monde où on sera obligé de fermer les frontières ? Alors, on sera obligé momentanément peut-être de, non pas fermer les frontières, mais de filtrer de façon très, très forte. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être plus dur qu'on ne croyait. Vous voyez, si vous m'aviez interviewé, moi je suis d'un tempérament optimiste, en mars, je vous aurais dit, bon, on va avoir une ou deux vagues. La deuxième vague était incroyablement forte, on s'y attendait pas. Et ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Et vous pensez que d'autres pandémies peuvent éclore ? Alors c'est absolument certain. Nous sommes 7,5 milliards, quelque chose comme ça, avec une augmentation de l'urbanisation. Vous savez qu'actuellement, on est à 80% de la population qui est en zone urbaine. On a en plus des mégapoles partout dans le monde, plus de 10 millions d'habitants. Il y en avait autrefois qu'en Europe et aux États-Unis. Actuellement, il y en a en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, partout. Il y a des mégapoles, parfois jusqu'à 23 millions de personnes dans une seule ville. Stanis Pérez, alors on sera vacciné pour l'éternité, c'est ça ? On attend le 3e, le 4e, le 5e. Disons que... Est-ce qu'on est, soyons clairs, on arrive en fin d'émission, est-ce qu'on va être des cobayes permanents ? Et je ne suis pas du tout anti-vaccin. J'espère pas. Non, j'espère pas. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à la grippe espagnole, il n'y avait pas de vaccin, mais elle a disparu. Donc, il peut aussi y avoir des mutations qui entraînent... Le Covid peut disparaître. Le Covid peut disparaître, ou en tout cas devenir une sorte de entre guillemets, je mets des guillemets, de grippe saisonnière, bénigne, ou en tout cas encore plus bénigne en termes de mortalité. La question qu'il faut se poser effectivement est de savoir... à partir de cette épidémie, à partir de cette pandémie et de ses conséquences, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va gérer la sortie d'épidémie et la suite de l'épidémie. Parce qu'on pourrait très bien dire, mais attention, on va y avoir une épidémie chaque année, donc vaccination à tout crin, donc restriction des libertés, donc restriction des mouvements. Et effectivement, le problème, c'est qu'il y a 2 ans, on était dans un monde où c'était la colocation, le covoiturage, les free hugs, etc. Donc c'était au contact... Le monde uni, le contact, mondialisation heureuse. Et le contact physique, on va dire, privilégié, encouragé. Et là, tout d'un coup, on sépare les individus. Et il y a un problème de gestion des populations et des sociétés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient aussi un problème politique. C'est-à-dire, très clairement, comment est-ce qu'on encadre d'un point de vue juridique, politique, administratif, des populations, finalement, à qui on annonce ou à qui on fait semblant d'annoncer que leurs libertés ne seront peut-être plus jamais les mêmes. Et professeur Mersch, quand même, écoutez, vous parlez de, oui, juste la vaccination, etc. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec AstraZeneca et compagnie. Alors on peut en discuter, on a malheureusement plus le temps, on arrive en fin d'émission. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas quelque part, alors je parle du point de vue sanitaire, et pourquoi pas, mais des cobayes, c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter à chaud. On est très frappé, vous avez vu, par les gens ont peur, les gens ne savent plus où ils sont, et c'est un problème. La peur est associée à toutes les pandémies. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire quelle alternative ? Quelle est l'alternative ? Si l'on ne fait rien,
Si vous voulez, je vais vous donner l'exemple du Pfizer. L'Europe, en mars, Trump a dit, moi j'achète Pfizer, j'achète il a Moderna. investi massivement. Il a 7 milliards de dollars. Et l'Europe a dit, oh là, ces vaccins RNA, c'est nouveau, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Et puis on s'est retrouvé en novembre avec des prix bas, mais on est en pénurie à cause de ça. Et si vous voulez, il ne faut pas refuser l'innovation, surtout quand elle démontre par des enquêtes très sérieuses, phase 1, phase 2, phase 3, que c'est sans danger. Et nous espérons vraiment qu'on arrive à la fin de ces pandémies. Et oui, merci Patrick Berche et Stanis Pérez d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre sur les pandémies est publié donc aux éditions Perrin.